Depuis quelques années, des profs, des docteurs et des commerçants ont remarqué qu'il y avait très souvent beaucoup d'élèves, de clients ou de patients qui avaient les mêmes noms de famille, les mêmes vêtements et les mêmes caractéristiques physiques. 8 noms de famille revenaient tout le temps. Sandoz, Fer, Sanglier, Maître, Avé, Thibault, Pulin et Deschelette. Mais alors, est-ce que c'est une simple famille nombreuse ou est-ce que cette famille nous cache bien plus de secrets qu'ils veulent nous faire croire ? Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Tu ne dormiras pas ce soir numéro 3. J'ai beaucoup travaillé sur cette vidéo, ça va demander énormément de temps et de recherche, donc j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me dire à la fin de la vidéo ce que vous en pensez dans les commentaires. Et tous les reportages, articles ou autres que j'ai pu utiliser pour faire mes recherches seront bien évidemment notés en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à les voir, il y a des reportages très sympathiques. Et aujourd'hui on va parler d'une famille très étrange qui n'a pas bougé de Paris depuis 1819. Ouais, ils ont pas bougé depuis 3 siècles. La famille est une communauté créée en 1819 par Jean-Pierre Thibault et François Avé. Le mouvement existait déjà avant, mais ils ont décidé de le fermer au monde extérieur en 1892 et donc de rester qu'à 8 familles. Les 8 familles de base sont celles que je vous ai dit au début, mais je vais quand même vous les répéter parce qu'il y a des noms à retenir qui sont très importants pour cette histoire. Donc les noms sont Thibault, Avé, Deschelette, Maître, Sanglier, Pulin, Sandoz et Fer. Donc dans cette communauté, on ne choisit pas d'y entrer, on y naît. Ils habitent tous dans le 11e et 20e arrondissement de Paris. Ils sont entre 3000 et 4000 membres à l'heure d'aujourd'hui. La famille est une communauté très croyante et se considérait même comme les vrais croyants. Ils croient au prophète Élie qui doit annoncer le retour du Christ et la fin du monde. Tout ce qui se passe dans la famille est réglé en famille, car pour eux, la justice de Dieu est plus importante que la justice des hommes. La famille n'a pas de gourou, elle est gérée par les aînés de la famille, donc on ne peut pas la considérer comme une secte, même si vous allez voir que grosso modo c'est clairement une secte. Comme dans toute communauté, il y a des règles à respecter et celles de la famille sont très peu communes, on va dire. Les règles sont de ne pas avoir de travail à haute responsabilité dans la société ou de travail qui attire le regard, par exemple policier, juge, avocat, docteur, acteur, chanteur ou encore influenceur, pourquoi pas. Ils ne doivent pas parler de la famille ou de ce qu'il s'y passe à l'intérieur aux personnes extérieures à la communauté. Ils évitent de faire entrer des gens extérieurs à la famille chez eux. Ils n'ont le droit que de se marier entre eux, c'est-à-dire entre cousins et que dans la famille en fait. Donc c'est clairement de la consanguinité. Seuls les hommes sont autorisés à aller aux enterrements. Les femmes doivent avoir une image très archaïque, on va dire. Elles n'ont pas le droit aux cheveux courts, elles n'ont pas le droit aux pantalons, elles n'ont pas le droit à l'avortement et elles n'ont pas le droit à la contraception. Ce qui fait que c'est des familles très nombreuses avec beaucoup d'enfants. Et tant qu'on parle des femmes, il y a une des 8 branches de la famille qui va pas tarder à s'éteindre dans quelques années, étant donné que celle-ci est composée majoritairement de femmes. Donc au fur et à mesure des années, le nom se perdra. Le souci, c'est que j'ai pas réussi à trouver de quel nom de famille des 8 il s'agissait. Les personnes qui ont pu les croiser, donc les habitants de leur quartier ou les commerçants ou les profs, etc., disent d'eux qu'ils sont très polis, très gentils, très humbles et extrêmement discrets. Je m'appelle Damien, j'ai 41 ans et je suis né dans la secte La Famille. Donc j'y suis resté physiquement une vingtaine d'années, mais j'ai jamais été en accord avec les idées. Le seul moyen d'y rentrer, c'est d'y naître. Le mouvement tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire complètement fermé, il a décidé de rester à 8 familles et de se reproduire qu'entre eux. Ce qui donne des mariages entre cousins. Il y a beaucoup de maladies et d'enfants handicapés assez lourdement qui sont pris comme des défis de Dieu. Ils font aucun lien avec une consanguinité. Maintenant, ça me fait bizarre de savoir qu'ils se marient entre cousins-cousines, mais quand j'étais à l'intérieur, c'était juste la règle. Alors quand on est enfant, on nous demande de pas parler de la famille, de notre religion, de pas fréquenter du coup les gens qui sont pas de la même religion. Donc c'est un repli total sur soi-même par rapport à l'organisation du mouvement. Je pense que c'est propice aux abus sexuels. Ce qui se passe dans la famille se règle dans la famille et la justice de Dieu est plus forte que la justice des hommes, quoi. Selon moi, c'est assez particulier que les services sociaux s'inquiètent pas trop. Parce que d'un autre côté, vous avez des enfants qui sont éduqués, nourris, qui sont du coup conditionnés à pas faire de bruit, à être silencieux, à être sages.
Il faut démontrer qu'ils sont dangereux. Comme vous avez pu le voir, les enfants n'ont pas le choix de rentrer dans la famille et ils sont conditionnés dès leur plus jeune âge à respecter les règles de la communauté. On leur apprend que le monde et surtout les personnes extérieures à la famille sont mauvais pour eux, en diabolisant totalement la chose, et ils leur apprennent aussi que la communauté est plus importante que l'individu. Les enfants seraient également victimes de chantage du style si tu fais pas ça, ta grand-mère va mourir, si tu fais pas ci, ton grand-père va mourir, etc., etc. Certaines personnes qui ont pu sortir ou qui ont été exclus de la communauté témoignent également d'abus sexuels au sein de la famille. Les enfants n'ont pas le droit d'aller en sortie scolaire ou en classe verte. Ils n'ont pas non plus le droit d'aller chez des enfants extérieurs à la famille ou de les ramener chez eux. Bref, ils sont totalement renfermés sur eux-mêmes et sont formatés à ne pas parler de ce qui se passe chez eux, dans la famille. Ah, ils ne vont pas à la cantine et ils ne font pas d'activités extrascolaires. Désolée, j'avais oublié ce détail, mais c'est un détail important pour que vraiment vous compreniez dans quel environnement ils grandissent et dans quel environnement ils vivent tous les jours. Les profs qui ont eu ces enfants dans leur classe disent d'eux qu'ils sont très discrets et timides avec les autres. Ils sont beaucoup à faire partie de la famille et à être dans les mêmes classes ou dans la même école. Du coup, ils restent tous entre eux et ne parlent quasiment pas aux enfants extérieurs à leur communauté. Ils ont apparemment le teint un peu plus pâle et les yeux moins pétillants que les autres enfants. Forcément, s'ils sont pas épanouis, ça se voit direct sur un enfant. Ils se marient généralement vers leurs 20 ans, plus pour faire comme tout le monde et pour suivre les règles que par amour, et ont le choix entre une trentaine de leurs cousins-cousines. Et c'est d'ailleurs là où il y a le plus gros problème, car les mariages endogamiques conduisent à des enfants nés de consanguinité et ils peuvent déclencher plus facilement certaines maladies comme le syndrome de Bloom ou certaines malformations physiques, et ils ne veulent faire aucun rapprochement entre la consanguinité et les maladies. Ils préfèrent y voir là un défi de Dieu à traverser. Et là vous vous dites certainement, mais pourquoi ils ne partent pas de cet environnement, de cette communauté malsaine? Et vous avez raison, seulement voilà, la raison elle est très très simple. Ils ont été élevés dans cette communauté, ils ont appris ce que la communauté a voulu leur apprendre. Pour eux, cette situation, elle est normale, puisqu'ils ont grandi là-dedans, ils ont grandi dans la famille. Et que si vous décidez de partir, plus personne de la communauté ne vous parlera, et vous n'aurez plus aucun contact avec personne, pas même vos parents, pas même vos frères et sœurs, plus personne ne vous adressera la parole ou même ne vous regardera. C'est comme si vous n'aviez jamais existé pour eux en fait, si vous décidez de partir ou si vous êtes exclu. Et quand vous avez connu que ça, quand vous avez connu que votre famille et rien d'autre, c'est encore plus compliqué de partir puisqu'ils ont rien, genre ils ont vraiment rien. Et ils ne savent que ce que la famille a voulu qu'ils sachent. La secte Malreverse, j'espère que je le prononce bien, a été créée en 1960 par Vincent Thibout, qui deviendra par la suite le gourou de cette même secte. Vincent Thibout a réussi à convaincre quelques-uns des membres de la famille qu'il était un élu de Dieu et qu'il était là pour les amener vers une sorte de terre promise où ils formeraient une communauté agricole, comme on en trouve en Israël. Ce jour-là, c'est 89 membres de la famille qui quittent Paris et qui décident d'aller s'installer à la campagne. Et Vincent met tout de suite en place des règles très strictes. Parmi les règles, ils doivent mettre tous leurs biens et leur argent en commun, et c'est lui bien évidemment qui en a la garde et qui décide quoi en faire. Ils n'ont pas le droit à avoir de l'argent individuel, c'est-à-dire ils n'ont pas le droit à avoir leur propre argent, c'est quand même un truc de ouf. L'objectif il est vraiment de briser l'individu, comme ça après il écoute bien tout ce que dit le gourou et suit toutes les règles du gourou. Il décide également de couper totalement les ponts avec la famille de Paris. Les femmes sont obligées de porter une sorte d'uniforme avec un voile et une sorte d'un peu de robe très longue et un tablier. Et chacun est au service de chacun. Les hommes travaillent au champ et les femmes changent de travail au sein de la communauté tout le temps. Elles peuvent être un jour cuisinières, l'autre couturière et encore un autre jour travailler à la nurserie de la communauté. Ils pratiquent toujours les mariages entre eux et les enfants ne sont pas éduqués par leurs parents mais sont tous éduqués à la nurserie par les femmes qui changent de poste tous les jours. Donc au final ils ont vraiment aucune figure maternelle et leur figure paternelle, en tout cas ceux qui prennent pour leur figure paternelle, c'est le gourou de la secte. C'est à lui qu'ils vont vouloir plaire, c'est à lui qu'ils vont faire des dessins, c'est lui qu'ils vont vouloir impressionner, etc., etc. Seulement les Parisiens, ils échouent en tant qu'agriculteurs. Ils n'y arrivent pas et ils décident donc de partir au bout de 3 ans dans un petit village de Haute-Loire appelé Malreverse. Et ils décident là-bas d'y acheter une ancienne colonie de vacances et de s'y installer. Et en 2022, ils y sont toujours. Les règles, elles n'ont pas vraiment changé, si ce n'est que maintenant la torture en fait partie et qu'il y a bien évidemment un nouveau gourou à la tête de la secte. Les enfants dorment tous dans les dortoirs
et sont toujours séparés de leurs parents. Et ils sont scolarisés par des membres de la communauté qui leur font cours directement dans le bâtiment où ils habitent, donc l'ancienne colonie de vacances, jusqu'au collège. Et ça a changé il y a quelques années parce que si on remonte, je crois, plus de 30 ans en arrière, ils étaient scolarisés tout le long dans la communauté pour être formés vraiment à leur image et pour qu'ils n'aient pas d'idée de comment ça se passe ailleurs, parce que si tu sais comment ça se passe ailleurs, tout de suite ta situation te paraît bizarre. Mais si toi tu as toujours grandi en voyant les gens de ta famille se marier entre eux, subir des agressions ou autres, ben pour toi c'est normal. Les adultes, eux, ils ont quasiment les mêmes tâches à faire ou les mêmes règles à respecter qu'avant. Mais il y a certaines rumeurs qui commencent à arriver dans le petit village de Malreverse, puisqu'ils ne sont pas seuls, il y a des habitants dans ce village, et ils commencent à avoir des échos de rumeurs pas très jolies, d'échos de torture, de viol ou autre, mais sans vraiment de preuves apportées ou fondées. Jusqu'à ce que deux frères expulsés de la secte décident de porter plainte contre le gourou actuel, Joël Fer, en septembre 2021. Donc c'est vraiment tout récent et la découverte de la famille de Paris et même la secte de Malreverse a été découverte il n'y a pas si longtemps que ça, surtout celle de Paris. Elle a été révélée au grand jour grâce au livre de Suzanne Privat qui s'appelle La famille itinéraire d'un secret. Et également le livre Les Inspirés de Nicolas Jacquard, je sais pas comment ça se prononce. Et ils ont porté plainte pour viol, acte de torture et barbarie. Ils s'appellent Joseph et son petit frère Mathieu et leur nom de famille est Fer. Ils sont donc nés au sein de la communauté et Joseph se bat depuis qu'il est sorti pour raconter son histoire au plus de monde possible, pour mettre vraiment ce sujet en lumière, car il y a malheureusement d'autres enfants qui continuent à grandir dans ce genre de secte, et ce n'est pas la seule secte, il y en a plein d'autres dont on n'est même pas au courant. Il décide donc de sortir du silence et de nous raconter des faits terrifiants de torture physique et psychologique. Je vous mets tout de suite un extrait de son interview qu'il a pu donner pour BFM TV. Quand on avait fait quelque chose de jugé mal, et je peux reprendre notamment encore une fois quelque chose qui est assez classique chez les jeunes enfants, c'est faire pipi ou lit, on était puni à la cave. Alors en fait, quand on était puni à la cave, ce qui était dur, c'est la perte de la notion du temps. Et moi, personnellement, je me rappelle plusieurs fois être convaincu qu'on allait m'oublier à la cave. Et je me rappelle un coup, j'ai vraiment paniqué. J'ai pas d'autres mots. Je me rappelle très nettement. Et dans le noir, j'ai fouillé comme ça et je suis tombé sur quelque chose qui me semblait rigide, lourd, etc. Et je l'ai pris et j'ai tapé contre la porte. On savait que le bruit allait rameuter quelqu'un qui allait ouvrir la porte et qui allait nous mettre une droite. On le savait, mais au moins, même si ça fait venir quelqu'un qui nous frappe, au moins on se sera rappelé qu'on était là. Les enfants seraient donc punis d'une manière extrêmement violente dès leurs 5 ans. Les punitions pouvaient être de rester à genoux sur une plaque de gravier, les mains sur la tête pendant des heures. Et ça doit faire extrêmement mal d'être dans cette position sur des graviers. Et c'est vraiment les mains sur la tête, donc c'est vraiment la position qu'on peut voir dans les films qui est généralement utilisée avant que la personne se fasse quand même abattre. Donc c'est quand même une position vachement humiliante pour l'enfant et dure physiquement et mentalement, j'imagine même pas comment ça doit être. Il y a aussi être debout et tenir à bout de bras une boule de pétanque dans chaque main avec une durée de temps inconnue. Quand ça se terminera quand Joël l'aura décidé. Donc ça peut arriver que vous restiez genre 6 heures comme ça, debout, sans bouger, avec des boules de pétanque, c'est hyper lourd dans les mains. Genre imaginez-vous un enfant de 5-6 ans comme ça. Ou encore le vendredi qui est là-bas le jour où les élèves récupèrent leurs notes. Si les élèves avaient fait un bon travail et avaient de bonnes notes, il n'y avait rien. Et si par contre, à l'inverse, tu avais pas bien travaillé et que tu avais pas de bonnes notes, c'était des coups de bâton. Mais genre un bâton. Et c'était Joël lui-même qui donnait les punitions aux enfants. Les enfants seraient également victimes de viols et d'abus sexuels au sein de la secte, et pas que par Joël. Et les adultes d'ailleurs ne sont pas épargnés non plus de la colère de Joël Fer, puisqu'il serait également humilié et battu devant tous les autres membres de la secte. Mais face à ce témoignage qu'il a pu donner dans plusieurs interviews, d'autres membres de la secte ont désiré parler mais anonymement, et on dit que tout ça c'était du bullshit, que rien n'était vrai, qu'il n'y avait jamais de viol, jamais d'abus et pas de punition aussi extrême, puisque vous avez pu voir dans la vidéo, il parlait également d'une cave où au final quand tu rentrais dans cette cave tu ne savais jamais si tu allais en sortir et quand tu allais en sortir.
Donc est-ce qu'ils ont été forcés à dire non non tout se passe bien ici parce qu'il fallait qu'il y ait des gens qui parlent au sein de la secte, parce que vraiment la secte commençait vraiment à se faire laminer, et de base tout le monde pensait que c'était une communauté d'ailleurs et non pas une secte, mais c'est clairement une secte hein. Ou est-ce qu'ils se rendent même plus compte que cet environnement n'est pas normal? Pour eux en fait ça doit être normal puisqu'ils ont grandi là-dedans, donc ils disent que tout se passe normalement, que c'est pas des viols, parce que pour eux encore une fois, c'est normal, ça fait beaucoup de fois le mot normal. C'est là que s'achèvent mes recherches. Comme je vous ai dit plusieurs fois au long de la vidéo, c'est une histoire qui est sortie au grand jour il y a que quelques années, je crois que c'est connu depuis 2017. C'est 2-3 personnes un peu par-ci par-là à force de faire des recherches et à force de voir qu'il y avait énormément de similitudes entre ces personnes-là. Et je parle là de la famille de Paris et non pas de la secte de Malreverse, faire éclater cette histoire au grand jour. Et personnellement, je trouve cette histoire extrêmement choquante. Dans plusieurs articles, reportages ou vidéos que j'ai pu voir, à aucun moment il est question d'envoyer les services sociaux voir qu'est-ce qui s'y passe. D'un autre côté, si on les envoie, ils vont peut-être s'y préparer, ils vont peut-être faire en sorte que tout paraisse normal. Mais on parle là quand même d'enfants qui sont en train de se construire et qui n'ont pas conscience de ce qu'est la réalité, puisque la communauté fait tout pour ne pas leur apprendre ce qu'est la réalité. Et pour moi d'ailleurs ça ne devrait même pas s'appeler une communauté mais bien une secte, vu les règles qu'on peut y retrouver. Rien que le mariage entre membres de la même famille, c'est n'importe quoi, genre déjà dès le début il y avait un problème. Cette secte, cette communauté c'est vraiment basé sur le fait de se reproduire qu'entre eux. Sauf que ça crée des maladies et ils n'en ont rien à foutre, clairement. Donc voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi j'ai adoré faire des recherches sur cette histoire. Quand je suis tombée sur le reportage de BFM TV, parce que tout a commencé sur un reportage de BFM TV, je me suis dit mais il faut à tout prix que tu te renseignes sur cette histoire et que tu en parles. Parce que quand j'ai tapé sur YouTube, il n'y avait pas tant de vidéos que ça. Il y a Combini qui ont sorti 2 vidéos, une avec Damien et une avec Joseph, les 2 personnages que vous avez pu voir en extrait vidéo dans cette vidéo là, et après le reportage de BFM TV et une vidéo de Liv où la moitié de la vidéo elle parle de ça mais l'autre moitié elle parle totalement d'autre chose. C'est là que ça prouve que c'est vraiment récent et on se retrouve dans 2 semaines dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous, bye.